Je suis très heureux de vous accueillir ici au CRDI. Pamela Hall, Chester Crocker, qui est président de l'Institut américain, qui l'a été pendant 12 ans, de 92 à 2004, et qui a jeté les bases de la construction d'un bâtiment extraordinaire qui est désormais le quartier général de l'USIP, le US Institute of Peace, un des plus beaux bâtiments de Washington, en tout cas le plus récent. Nous avons aussi avec nous Fen Osler, qui est troisième collaborateur dans cet ouvrage et qui est professeur à la Norman Patterson School of International Affairs de l'Université Carleton. Il est connu aussi à Washington parce que c'est là qu'il a habité, qu'il a enseigné. C'est un membre très actif de la Société des débats de là-bas. Alors, merci d'être venu au CRDI. Vous êtes toujours le bienvenu. Pour commencer, je vais demander à Fen de jeter les bases de la discussion. Ensuite, Pamela va intervenir va nous dire ce qu'elle pense et ensuite nous vous céderons la parole. Fen, à vous la parole. L'interprète vous prie de l'excuser, mais il n'y a pas de son pour l'instant. Alors, je vais recommencer, dit-il. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir accueillir mes deux partenaires, Chet Crocker et Pamela Hall, ici à Ottawa. D'habitude, quand nous travaillons sur des projets, c'est moi qui me rends à Washington. Mais cette fois-ci, nous sommes très heureux, c'est très spécial de les accueillir ici en ce mois de janvier assez ensoleillé pour célébrer cet ouvrage qui est un partenariat entre les États-Unis, l'Institut pour la paix et le Centre de recherche pour le développement international, le Centre canadien. Je voudrais remercier David et Rohinton. Merci d'avoir soutenu ce projet de façon assez conséquente, non seulement en soutenant une série de conférences que nous avons organisées dans différentes régions qui réunissaient nos bailleurs de fonds ou les gens qui ont contribué à notre projet, mais aussi vous nous avez suggéré des noms de membres de la famille du CRDI, des gens qui ont pu contribuer à notre travail et à cet ouvrage. Ça a été un excellent partenariat. Je crois que Chet en a parlé pendant le déjeuner à midi, mais David, comme vous le savez, quand il était président de ce qu'on appelait avant le International Peace Academy à New York, maintenant c'est l'Institut international pour la paix, il a joué un rôle très important pour que l'ONU travaille en plus étroite collaboration avec les organismes régionaux. Il s'agit d'un des tremplins de notre ouvrage. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées et qui sont concentrées sur la gestion des conflits et les défis en matière de sécurité dans les différentes régions. Le problème avec ces projets, c'est qu'ils sont entrepris par des érudits occidentaux et souvent d'Amérique du Nord, mais cet ouvrage-ci est bien différent. Il emprunte une démarche beaucoup moins évidente. On a demandé à des experts qui viennent de différentes régions du globe, on leur a demandé de participer à une discussion comparative pour qu'ils nous parlent un petit peu des principales menaces et des défis en matière de sécurité dans leurs régions respectives. L'ouvrage fait fond sur l'argument suivant.
Pour pouvoir comprendre la sécurité mondiale ou internationale dans le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment bien comprendre les enjeux de sécurité régionale, bien comprendre comment le monde fonctionne un petit peu sous la surface. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles qui passe par le trou du lapin et qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il y a un monde très étrange où le petit lapin devient tout d'un coup formidable, une créature assez menaçante. On peut dire que du point de vue régional, et enfin on le trouve dans nos chapitres, on voit que le monde est un monde assez menaçant, un endroit assez menaçant, mais c'est bien différent qu'on soit à Washington, à Ottawa ou à Londres. Notre ouvrage soulève certains points clés. Je vais très brièvement vous les citer. Le premier point, c'est que les menaces à la sécurité aujourd'hui sont d'ordre régional plutôt que mondial. On peut dire, je crois, comme Thomas Friedman l'a dit, que l'économie mondiale c'est encore plus mondialisé, mais ce n'est pas vrai pour la sécurité. La sécurité, elle, est de plus en plus, au contraire, régionalisée. Ces menaces, souvent, viennent de l'intérieur de la société, de l'intérieur des États, plutôt que de l'extérieur de ces régions où elles ne sont pas d'origine internationale. La sécurité humaine recoupe la sécurité mondiale. Les problèmes souvent viennent de ces États déchus, des conflits. La question de la sécurité humaine prend une ampleur internationale, surtout quand il y a eu, comme en Libye, où il y a eu le recours à la force, l'utilisation de la force. La sécurité pendant la guerre froide était perçue en termes indivisibles. Cet ouvrage-ci, par contre, montre que la sécurité de plus en plus est perçue en termes divisibles. Les organisations régionales jouent un rôle de plus en plus grand dans la gestion de conflits et pour gérer la sécurité, mais de bien différentes façons dans différentes régions du monde. La sécurité est régionalisée non seulement en termes de menaces, mais aussi voir qui intervient pour répondre à ces menaces et relever ces défis. Cela étant dit, dans cet ouvrage, nous disons que le concept de régionalisation n'est pas très utile ou pas si utile que cela. Pourquoi? Eh bien, parce que les organisations régionales ont différents mandats, différentes capacités pour mobiliser les actions collectives. Mais si on regarde vraiment qui s'occupe de la gestion des nouveaux défis en matière de sécurité, ce sont des défis qui finalement couvrent tout un éventail de menaces. Et ça inclut, comme je l'ai dit il y a une minute, la question de la sécurité humaine. Eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là que c'est un mélange très éclectique de protagonisme et d'institutions. Nous avons un terme pour cela, c'est la gestion de conflits collectifs, et Chet va nous en parler dans une minute ou deux. Les entités sous-régionales, les acteurs non étatiques, la société civile, les acteurs de la société civile, les leaders, et même à l'occasion les leaders régionaux travaillent ensemble, peut-être parfois de façon plus ou moins efficace pour relever les défis en matière de sécurité dans leur région, dans leur coin du monde. Toutes les régions du monde, sauf pour l'Arctique et l'Antarctique, puisque on ne les a pas inclus dans notre ouvrage, c'était assez long comme c'était. Mais j'aimerais attirer votre attention sur certains des chapitres sur les régions, par exemple celui sur l'Afrique. Vaut la peine qu'on s'y attarde un petit peu. Surtout dans le cas de l'Afrique occidentale, on parle du rôle accru
des économies illicites, du trafic de drogue, des gangs qui façonnent un petit peu ou qui influencent les défis en matière de sécurité dans cette région. Il y a aussi une dimension importante transnationale. Plusieurs chapitres examinent la question de la sécurité en Amérique centrale et dans les Antilles. Nous avons John Graham, l'auteur d'un des chapitres sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On s'aperçoit là que ces cartels de la drogue, souvent, jouent dans plus d'un quartier où la réponse et les retombées sont surtout locales, mais c'est un problème transnational qui nécessite la mobilisation de capacités dans plus d'un de ces quartiers ou dans l'une de ces régions. Il y a des chapitres aussi sur le Moyen-Orient, des chapitres très intéressants sur le Moyen-Orient qui ont été rédigés avant le printemps arabe, avant que toutes ces insurrections ne se produisent, mais ils sont tout à fait pertinents néanmoins par rapport à la réponse en matière de gestion de conflits collectifs. Il y a 3 chapitres très intéressants qui abordent la question de la sécurité en Asie du Sud-Est. Il s'agit d'une région ou une région du monde qui définit de plus en plus ses propres méthodes de gestion de conflits internes. On y adapte, ou c'est une adaptation de la méthode asienne, et c'est une région qui gagne aussi en importance à l'échelle internationale, dont le rôle international est grandissant. L'ouvrage essaye de faire lumière sur les liens entre différents paysages régionaux, différents niveaux de gestion de conflits, des réponses face à ces menaces à la sécurité. Il y a des définitions, diverses définitions de la sécurité selon les régions, et il y a aussi différentes préférences en matière de gestion des conflits selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, ça c'est tout pour moi. Je vous cède la parole maintenant, Pamela. Pourquoi ne restez-vous pas assise? Je crois que vous serez un peu plus à l'aise, un peu plus relax. Pourquoi ne parlons-nous pas de là où nous sommes? Pouvez-vous m'entendre? Oui. Je parle assez fort, donc ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à m'entendre au fond de la salle, je vais essayer de parler un peu plus fort. On a demandé aux auteurs d'examiner les défis, mais aussi les réponses face à ces conflits ou à ces problèmes de sécurité. Ce n'est pas exactement la même chose. À notre époque, où les conflits débordent, traversent les frontières et la communauté internationale est en train de se rallier autour de normes d'intervention dans le cas d'abus des droits de la personne, la gestion des conflits, la sécurité s'unissent. Alors, il nous est apparu, quand on a regardé un petit peu partout dans le monde, qu'il y avait beaucoup d'organisations qui œuvraient dans la sécurité régionale. Et elles avaient organisé ou elles avaient adopté un mandat de gestion des conflits. Elles avaient commencé à au moins se prononcer sur la question de la gestion des conflits. Si vous regardez de par le monde, des endroits comme l'Europe, qui regorge d'organismes internationaux, d'organismes qui ont des rôles actifs de gestion des conflits. Il y a aussi d'autres régions qui ont des organisations. Le Moyen-Orient a plusieurs organisations, mais ils ne s'en servent pas beaucoup, ils ne s'en sont pas beaucoup servis, sauf à quelques occasions. Très rarement,
Et à l'heure actuelle, on regarde un petit peu la Ligue arabe qui est en train d'essayer de s'engager en Syrie avec des résultats un peu mitigés, je dois dire. Mais, alors, donc, ça, c'est pas la partie principale de notre ouvrage, mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui motive Qu'est-ce qui empêche ces organisations de s'impliquer? Quels sont les obstacles? Nous avons fait pas mal de travail sur la motivation. Pourquoi les gens veulent s'impliquer? Les États, l'ONU, qu'est-ce qui les pousse à s'impliquer? On a regardé pourquoi les ONG. Que font les ONG dans cet environnement? Quels sont les individus? Pourquoi les individus veulent s'impliquer? On comprend très bien ce qui motive ces différents groupes. On s'est dit, bon, ça ne doit pas être bien difficile. Regardons ces régions, essayons de voir qu'est-ce qui les motive. Qu'est-ce qui facilite leur intervention? Qu'est-ce qui y fait obstacle? Eh bien, on a appris beaucoup en faisant cette étude. Notamment, une des choses qu'on a apprises, c'est qu'il n'y a pas nécessairement... les gens ne s'entendent pas dans la région, sur la définition même de la région. Donc, c'est rare de pouvoir trouver une région dans laquelle tous les pays qui appartiennent à la région, eh bien, s'entendent. Le Moyen-Orient, par exemple, où la région commence-t-elle, où finit-elle? Dans certaines cartes, le Moyen-Orient n'inclut pas l'Égypte. À mon avis, ça l'inclut, mais dans l'esprit de quelqu'un d'autre, ça n'est pas le cas. Pour ce qui est de la Turquie, où se situe-t-elle? Est-ce qu'on parle du Moyen-Orient au sens large ou de l'Asie du Sud-Ouest? En tout cas, problème de définition des régions. L'Europe, c'est aussi une région intéressante. On pense tous qu'on sait ce qu'est l'Europe, mais elle s'est beaucoup élargie vers l'Est quand même dernièrement. Est-ce que vous êtes européen si vous faites partie de l'Union européenne? Est-ce que vous êtes européen si vous vous servez de l'euro, de la devise? Qu'en est-il du Royaume-Uni à ce moment-là? Qu'en est-il de la Norvège? Alors, ce sont des Européens, tout cela, mais sur quelle base? Donc, on s'est dit, on n'arrivait pas vraiment à savoir ce qu'étaient ces régions. Comme Fen vous l'a dit, les organisations régionales, elles aussi, ont toutes sortes de formes et de tailles. C'était très difficile de généraliser, de dire en termes généraux ce qu'étaient ces organismes internationaux, ces organismes régionaux. Et s'ils interviennent ensemble sur certains conflits, ils ont tendance à ignorer d'autres conflits dans la même région. Donc, qu'est-ce qui va les pousser à choisir tel ou tel conflit plutôt qu'un autre et à s'engager? Revenons à l'Europe, par exemple. Assez tôt, l'Europe a essayé de s'impliquer en Bosnie. Ça n'a pas été un grand succès, mais on a voulu être beaucoup plus détaché par rapport à l'Irlande du Nord. Alors, qu'est-ce qui explique les choix? Alors, on a essayé de regarder quels étaient les facteurs déterminants et on a trouvé 4 facteurs et probablement aussi leurs contraires pour déterminer des stratégies robustes de gestion de conflits. Notamment, c'était l'interdépendance économique. Ça dépendait des relations entre les pays qui c'est pas nécessairement de la coopération fonctionnelle, des normes démocratiques, les gens qui ont l'habitude de négocier, de faire des compromis, les tendances de collaboration qui peuvent découler des négociations commerciales, mais aussi des négociations quand il y a des intérêts communs, politiques ou partage, et ensuite la présence d'institutions régionales. De sorte que les régions avaient un endroit où ils pouvaient mettre à l'essai leur coopération. C'est une fonction, c'est un endroit
qui permettait de parler des enjeux. Les obstacles à la coopération, comme je l'ai mentionné, essentiellement, c'est l'inverse. Un faible niveau d'intégration économique et ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ne savaient pas comment communiquer, c'est parce que il n'y avait rien à perdre à ne pas coopérer. Il n'y avait pas de relations commerciales qui s'effritaient. Il y a des régimes autocratiques où la souveraineté, il y a ces domaines où qui gardaient toujours avec férocité que tout compromis par rapport à la souveraineté représentait un affaiblissement de l'État. Il y a aussi des rivalités régionales, ce qui signifiait que tout ce que votre voisin obtenait, vous le perdiez. Et c'est une façon qui ne donne pas de résultats. Et les établissements n'étaient pas là pour permettre la négociation. Et alors voilà, c'est assez économique, économie, la politique, des tendances en ce qui concerne la coopération, mais elle ne semblait pas expliquer pleinement pourquoi les régions coopèrent en matière de gestion des conflits. Lorsqu'on regarde la liste, on s'attend tout à fait à ce qu'il y ait énormément d'établissements régionaux, mais on pourrait plus dire que l'Afrique n'en aurait pas. Il y en a beaucoup en Afrique. Nous sommes donc revenus à cette question à nouveau. Et essentiellement, nous sommes concentrés, je saute là maintenant à la conclusion, nous nous sommes concentrés sur la culture. Si on ne connaissait pas beaucoup la région, ben vous connaissez bien la région, mais Fen et moi, nous connaissons moins les études régionales approfondies. Nous sommes beaucoup moins bien renseignés en ce qui concerne la culture, mais nous avons commencé à comprendre que ces tendances en matière de coopération créaient une culture en matière de coopération. Alors, culture, comment définir? C'est assez délicat, à moins d'être anthropologue. Et nous ne sommes pas anthropologues. Cependant, ce sont des attitudes semblables, ce sont des analyses semblables quant aux problèmes. Ce sont des façons semblables d'envisager le monde. Et ce que nous avons constaté, que dans les régions où la coopération existait, on pense à l'Afrique en est un, il y a une culture qui existait où il y avait des similitudes en matière d'analyse, similitudes par rapport aux réponses. Et en fait, à la fin de l'étude, les conclusions, c'est qu'il nous faut recommencer. Ce n'est pas la fin de la conversation, pas du tout. Je regarde ici dans la salle et certains d'entre vous, vous allez peut-être vouloir nous renseigner ou poursuivre la conversation quant à la culture et son rôle dans les entités régionales. Il faut passer beaucoup plus de temps à étudier cette question, la culture éphémère, pour comprendre les régions. Merci beaucoup, Pamela. Et Chet, à vous maintenant. Ensuite, des questions de la part de la salle. On a beaucoup parlé, beaucoup a été dit par mes deux experts et de façon très éloquente derrière en ce qui concerne les différents chapitres de ce livre. Il y a plusieurs chapitres. Il y a des chapitres qui se situent au début où on envisage le monde dans son ensemble en matière de culture pour voir comment on peut expliquer pourquoi certaines régions ont plus d'architecture de sécurité régionale plus riche que d'autres. Et puis là, ensuite, il y a toute une série de chapitres rédigés par des auteurs régionaux qui sont des auteurs des régions, qui parlent de leur propre région, leur mentalité, leur façon d'envisager la sécurité, la gestion des conflits. Et puis ensuite, à la fin, il y a un chapitre qui résume en quelque sorte, qui présente un concept dont je vais vous entretenir. Fen l'y a mentionné, et c'est ce concept de gestion des conflits collectifs. C'est différent de la sécurité collective ou la défense collective. C'est une façon de répondre aux défis à la sécurité
qui se fait de façon volontaire. Vous n'êtes pas contraint de le faire. Cela se fait de façon ponctuelle et en réaction à une certaine menace et certains défis. Et c'est spontané également. Il n'y a pas d'édifice comme le siège social des Nations unies à New York. Il n'y a pas de traité non plus dans la plupart des cas. Ce n'est pas axé sur un traité, mais c'est plutôt axé sur l'intérêt des personnes qui participent. Et parmi ces personnes, comme Pamela l'a proposé, il y a des organisations relativement à la sécurité régionale, mais aussi le système des Nations unies. Ça comprend également les alliances les plus puissantes du monde, l'OTAN. Cela comprend aussi le monde des affaires dans certains cas. Cela comprend la société civile, ce secteur. Cela comprend des personnes éminentes. J'ai mentionné une personne éminente. On peut parler de notre personne préférée. C'est Marty Adesari, la mienne, qui a réussi à établir un lien à sa paix et son Rache en Indonésie. Alors, c'est lui qui a fait en sorte qu'on a eu le GM et le gouvernement de l'Indonésie. Il reconnaît que lui, Marty, et l'initiative de gestion des conflits, on ne pouvait mettre en œuvre son entente. Il a fait appel à l'Union européenne. Donc, et c'est un peu une alliance de différents types d'intervenants. Et c'est un phénomène. Ce n'est pas ce que nous préconisons. On n'essaie pas de vous vendre nouvelle sorte de savon sécuritaire. Non, ce n'est pas l'objectif de ce dernier chapitre. On observe tout simplement ce qui se passe dans le monde. Et je vous donne un ou deux exemples. Je viens de vous en donner un. C'est la façon dont le conflit Aceh a enfin été résolu. Selon moi, par exemple, je réfléchis à l'AFRICOM, aux États-Unis, la nouvelle commande de combat, ce qu'ils font pour renforcer la capacité et faire en sorte que les forces militaires dans le Sahel, dans le sud-ouest de l'Afrique, soient habilitées et que ce soit reconnu ou non en partenariat avec l'Union africaine et avec ECOWAS, l'organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, d'isoler et de s'attaquer aux criminels. AFRICOM fait quelque chose d'assez semblable pour que la présence, à Mogadiscio, la présence est renforcée. Et ça se fait de façon ponctuelle. Je ne sais pas si cela va durer, mais c'est un exemple. Un autre exemple, tout différent, c'est la réponse internationale au séisme en Haïti qui aurait pu produire et risquer de produire non seulement des défis en matière de sécurité à la personne, mais de conflits dans le pays. Lorsqu'on pense à qui a répondu, c'est cette organisation que Pam connaît mieux que moi, Mouchahidi, et c'est the Fletcher School of Diplomacy, où ce sont des étudiants de deuxième cycle qui ont permis à la technologie d'informer les personnes au sujet de là où les choses allaient bien, allaient moins bien. C'est une technique qui a été utilisée pour les élections, aussi pour les conflits civils. La garde côtière n'aurait pas pu fonctionner en Haïti sans Mouchahidi. C'est un fait. On a donc cette alliance entre la société civile, un ONG, et dirigée par des étudiants de deuxième cycle, la garde côtière et les Nations unies. D'autres petits exemples que je peux citer, c'est le rôle de la Ligue arabe, qui est un peu gardien, qui a permis aux Nations unies d'adopter une résolution. Sans la Ligue arabe, la résolution sur la Libye n'aurait pas pu être adoptée, ce qui a mené au fait qu'on a demandé à l'OTAN de faire par la suite ce qui s'est produit en Libye. Voilà comment ça s'est fait. C'était la gestion de conflits collectifs. Je peux vous donner d'autres exemples. Il y a coopération contre le trafic des humains dans les pays des Balkans. Il y a des personnes éminentes, des ONG qui, de fait, ont réussi à résoudre ce conflit en Espagne, le conflit basque
Alors, mesdames et messieurs, ce que je vous décris, ce n'est pas un nouveau produit de Procter Gamble. C'est la réalité. Et bien sûr, il y a des problèmes qui s'y rattachent. Il peut y avoir des aspects négatifs, il y a des mises en garde, il y a des situations qui soulèvent des questions. Il y a peut-être un manque de personnes qui sont experts dans ce réseautage latéral. Il peut y avoir aussi une qualité éphémère de cette coopération qui peut exister aujourd'hui, mais pas demain. Est-ce que ça va durer, cette tendance? Eh bien, il est trop tôt pour répondre à cette question. Il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce que les pouvoirs externes devaient faire partie de ce processus, oui ou non? Le fait que ce n'est pas axé sur un traité, cela soulève des questions intéressantes reliées à la reddition de comptes. Envers qui? Et nous enseignons tous et nous formons. Et ce concept, nous en avons parlé à nos étudiants et nous obtenons des réponses et des réactions fort intéressantes et fort différentes. Et ensuite, nous en avons parlé à d'autres professionnels, des personnes accomplies comme vous dans la salle. Alors voilà, je vais me taire pour l'instant et je vais vous demander de commenter. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez bien vous présenter, j'allais noter qu'il y a des problèmes dont on ne parle pas du tout au niveau régional. Et Chet en a mentionné un plus tôt aussi aujourd'hui. Et c'était le problème de piraterie au-delà de la Somalie, y compris l'océan Indien. Et j'espère qu'il y a des pays comme l'Inde, la Chine, qui d'habitude ne coopèrent pas dans le contexte militaire. Ça va peut-être les attirer. Il y en a un autre aussi qui a été mentionné plus tôt. Aujourd'hui, l'Afghanistan est un pays qui fait partie de plusieurs régions. Il fait partie de l'Asie du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale. Et on sait que cette coopération doit exister entre les voisins de l'Afghanistan. Ça a été presque impossible d'arriver à une tribune qui leur permet de se réunir de façon constructive pour régler les problèmes de l'Afghanistan plutôt que pour répondre aux intérêts des États avoisinants. Voilà certains des paradoxes auxquels nous sommes confrontés. Monsieur Moussa Mohamed du Soudan. Canada, merci beaucoup. Fort intéressant. C'est un sujet très intéressant qui est abordé dans cet ouvrage. Tout ce qui se rapporte au conflit, que ce soit régional ou international, c'est toujours le sujet de l'heure, puisque les conflits vont toujours exister, étant donné la nature humaine. Et de là l'importance de votre ouvrage, très important. C'est très compliqué, cette question. Et je viens d'Afrique, du Moyen-Orient. Et d'après notre expérience, l'Afrique et le Moyen-Orient ont une large part de ces conflits régionaux, donc beaucoup d'expérience. En général, ce que je constate, c'est surtout mon pays, le Soudan, c'est que le meilleur mécanisme pour cette gestion de conflits, des conflits régionaux, revient aux organisations régionales. Heureusement, il est stipulé dans les Nations unies ce rôle régional quant à
la gestion de conflits, la coopération économique, etc. Et ce n'est pas tout simplement, je ne parle pas tout simplement de mon expérience. Ça commence dans les sous-régions en Afrique, conformément à l'expérience avec laquelle vous êtes probablement d'accord. Si vous laissez les conflits régionaux aux conflits sous-régionaux, comme ECOWAS dans l'Afrique occidentale ou SADC dans l'Afrique du Sud, ce serait plus efficace que l'Union africaine en tant que telle, puisque ce sont les sous-régions sous l'égide des organisations internationales, c'est-à-dire l'Union africaine. Merci du commentaire et nous y reviendrons. Essentiellement, c'est ce que vous aviez à dire ou si vous avez d'autres questions? Bon, alors le fond de ma pensée, conformément à mon expérience, voilà, la façon la plus efficace, c'est sous-régional, ensuite régional, mais il doit quand même y avoir un soutien de la collectivité internationale, principalement les Nations unies, surtout au plan logistique et même au plan politique. Ça ne contribuera pas à rendre le problème plus complexe, mais faciliter, appuyer les activités au niveau des organisations régionales et sous-régionales, les aider à régler le conflit. Je vous remercie beaucoup de ce côté-là. Allez-y. Quelques interventions et nous reviendrons à nos invités. Greg Hunter, avec le Conseil canadien international ici à Ottawa. Ma question se rapporte un peu à la question de l'ambassadeur. J'ai remarqué qu'il y a progression du XXe siècle de l'entente de la sécurité hégémonique à une brève période où on s'attendait à ce que les Nations unies prennent la relève. Ensuite, d'après les remarques de vous trois, on a mentionné les Nations unies seulement une seule fois. Il me semble que lorsqu'on discute de conflits et de problèmes, que les Nations unies est mentionné quelquefois pour permettre une légitimité. Ensuite, les gens vont s'en charger, chacun de leur côté. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous avez fait cette recherche. Quel est le rôle des Nations unies dans ce système en évolution? Est-ce que les Nations unies vont jouer un rôle plus important? Et je souligne que deux des P5 du Conseil de sécurité, la Russie et surtout la Chine en ce moment, certainement la Chine semble jouer un rôle plus actif, ainsi que d'autres pouvoirs économiques importants. Alors voilà, les Nations unies, les États-Unis, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Merci. Et vous avez soulevé un point important, les Nations unies, pour les ressources financières, pour les organisations qui sont dans les régions moins riches, mais est-ce que les Nations unies peuvent tout simplement s'ajouter à la région? Je m'appelle Loretta Charles. Je travaille avec le développement du Nord et les affaires autochtones, développement durable. Je n'ai pas encore lu le livre. Si vous en avez parlé dans votre livre, je vais certainement lire le livre, mais je pense à l'augmentation des sites sur le réseautage social et les sites qui se trouvent sur l'Internet qui permet à n'importe qui de communiquer avec quelqu'un dans un pays autre très facilement. Je me demande quel pourrait être l'impact de ces sites de réseautage sociaux, capacité de la collectivité internationale de répondre aux problèmes régionaux. Alors, commençons. Allez-y. La réaction à la gestion de conflits collectifs, Nations unies
n'est pas très favorable, puisqu'ils perçoivent les Nations unies étant comme la salle d'opération de dernier recours, c'est l'expression qu'on utilise, mais c'est plutôt un hôpital général. Peu importe le problème, et nous avons remarqué, et c'est une observation, et il y a plusieurs chapitres du livre qui en témoignent, c'est qu'il y a d'autres cas que nous avons identifiés dans la conclusion, c'est que la gestion des conflits et de la sécurité dans le monde d'aujourd'hui est un salmigondis. C'est un peu... Il y a différents intervenants ici à la table et ils sont tous très différents, ne se ressemblent pas, mais partagent un engagement. Ils veulent régler un problème particulier, que ce soit la piraterie à l'extérieur de la côte de la Somalie. Et donc, il y a toute une constellation d'acteurs qui doivent participer, des acteurs à un niveau très local, des villageois, même qui sont malheureux, qui n'aiment pas ce qui se passe, les répercussions sur l'économie locale suite à ces pirates et qui travaillent à partir de villages locaux. Mais dans le cas de Aceh, et même si on revient à certains des cas précédents, la négociation de l'accord de paix de Mozambique qui a commencé par un petit ONG qui a travaillé côte à côte avec les États-Unis, le State Department. Et ce n'est pas nouveau, mais il y en a beaucoup plus de cette gestion de conflits collectifs. Et pendant plusieurs années, tout était dicté d'en haut. Le président Obama a dit qu'il faut diriger par derrière, mais nous, on voit beaucoup de gens qui dirigent d'en bas. Alors, l'initiative est prise soit par des acteurs qui ne sont pas des États ou des acteurs subrégionaux qui sont les premiers à intervenir, qui font preuve de leadership, d'entrepreneuriat. Et dans plusieurs cas, non pas tous les cas, mais dans plusieurs cas, font appel à une constellation d'acteurs plus vaste qui comprend les Nations unies. Les Nations unies n'est pas absent. Quelquefois, les Nations unies est un acteur principal, mais non pas le seul. Et la question intéressante, c'est qu'est-ce qui crée ces incitatifs qui mènent à la coopération? Pam a mentionné qu'il y a de nouvelles habitudes en matière de coopération qui se tissent. Et comme on l'a mentionné à plusieurs fois, c'est mené d'en bas et non pas d'en haut. Est-ce que c'est à quoi ressemblera l'avenir? Nous ne savons pas. Est-ce que cela pose des problèmes? Certainement. Mais qu'est-ce que cela révèle? Ça révèle quelque chose qui est fort important, c'est que ce leadership, cet entrepreneuriat, qui est semble mener à donner du succès en ce qui concerne la gestion de conflits. Il y a un manque de leadership et les personnes qui sont prêtes à jouer un rôle, souvent, peuvent avoir un effet très positif. Et le Canada, en passant, nous parlons donc d'un événement canadien. Le Canada a joué un rôle très important, mais où le Pakistan et l'Afghanistan se sont réunis pour discuter de ce qu'on appelle la gestion des frontières et la sécurité dans ce qu'on appelait le processus Dubaï auparavant, jusqu'à ce que nos forces soient expulsées de Dubaï. Et puis, là, on appelle ça le processus Koweït ou autre chose. Mais le Canada, il ne se préoccupait pas de dialogue en ce qui concerne la gestion des frontières avec les Pakistanais et les Afghans. Même, il travaillait avec des agences de gouvernement qui se chargeaient des problèmes à la frontière. Plusieurs des agences spécialisées des Nations unies travaillaient également avec d'autres partenaires de l'ISAF, travaillaient avec l'Union européenne et travaillaient aussi avec des pays comme l'Allemagne et des groupes comme le G8 qui sont prêts à signer des chèques pour avoir de meilleures installations à la frontière
à des endroits comme Torcoman et d'autres points de transit essentiels le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le processus Dubaï est un bon exemple de leadership canadien en ce qui concerne la gestion collective de conflits, mais ça nous dit que nous devons être prêts à jouer le rôle qui nous revient. Il y a une occasion qui se présente à nous. Je répondrai à la question du réseautage. C'est une question très intéressante qu'on nous posera de plus en plus. Si, de fait, c'est un outil, c'est difficile de définir le réseautage social puisque c'est un outil de communication. Il est important de noter qu'à titre d'outil de communication, n'importe qui peut s'en prévaloir. On peut avoir des résultats très positifs à partir de ce réseautage social ou on peut aussi avoir des résultats absolument horribles en ce qui concerne ces moyens de communication, y compris le réseautage social. Mais ça précède le printemps arabe et je pense aux enseignements que nous avons tirés lorsqu'on veut contenir les révolutions des Balkans à l'Asie centrale, où on a eu cette série de révolutions, mais il semble que ils apprenaient les uns des autres. C'était avant Twitter, mais après la découverte de l'Internet, il était donc assez facile de mettre au point ces techniques où on renversait des dictateurs au moyen de résistance civile et non violente. On l'a vu en Serbie, on l'a vu également à plusieurs autres endroits par la suite. Alors, et là, c'est un apprentissage, une technique comme outil de communication. Il y a eu une grande augmentation de communication lors du mouvement du printemps arabe au niveau de la base. Mais pour l'instant, je dois dire que je m'inquiétais un peu de à quoi pourrait ressembler la dynamique. Je commence à penser que la meilleure formule, c'est une combinaison de réseautage social et de volonté internationale. La volonté de soutenir, de faire la promotion de la démocratie ou de protéger les droits de la personne. Ce que le réseautage social fait en ce moment en faisant des pressions contre les gouvernements. Parce qu'ils ont encore une façon assez méchante de réagir. Il y a des mouvements locaux qui peuvent changer la gouvernance. Si la communauté internationale, quelle qu'elle soit, et bon, si la communauté internationale fait preuve d'un peu plus que juste du soutien moral, ce sera, je pense, beaucoup plus efficace. Si on ne fait que dire, bon, c'est excellent, le monde se démocratise, on applaudit, bien, si on ne fait rien de plus, moi, je me soucie de ce qui pourrait arriver à ces gens-là aux mains de ces gouvernements. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur cette histoire qu'a racontée Pamela, parce que souvent on observe ces militants, ces activistes qui se servent de technologies modernes, de réseautage. On les voit, ils se font interviewer sur Al Jazeera, sur BBC, sur CNN ou sur d'autres réseaux, et on les regarde et on se dit, oh, ils parlent anglais comme nous, ils portent des jeans comme nous. Mais non, ça c'est un problème de réagir ainsi, parce que le pouvoir de la rue, c'est pas toujours une force pour la démocratie. Des fois, c'est peut-être pour de la vengeance ou pour se lancer dans de nouveaux conflits, etc. Donc, comme Pamela l'a dit, cette technologie peut servir à toutes sortes de fins. Je veux revenir sur un autre point, sur les sous-régions, ce qu'a dit l'ambassadeur. Vous avez raison, je crois, ces sous-régions, c'est là qu'on trouve le niveau d'intérêt le plus élevé
Mais il y a des avantages parfois. Ils sont aux mains d'hégémonie. Qui est à la tête de ces entités sous-régionales? C'est ça la question, la vraie question. Si on regarde les initiatives d'ECOWAS en Sierra Leone, on se demande vraiment qui est derrière, qui est en coulisses. Est-ce que c'est le Nigeria, le Sénégal ou le Ghana? Qui c'est qui tire les ficelles? Donc, Fen, vous avez dit quelque chose de fascinant. Vous avez dit que les choses étaient en fait dirigées par ce qui est en dessous de la surface. Prenez le rôle de la Ligue arabe qui a créé cette possibilité d'intervention en Libye, ce qui pourrait être ou pas se reproduire en Syrie. Eh bien, la Ligue arabe a joué un rôle indispensable. Sans cela, il n'y aurait pas pu y avoir de résolution à l'ONU. Mais sans résolution à l'ONU non plus, on n'aurait pas pu avoir une intervention de l'OTAN, pardon. Donc, je me pose souvent cette question. C'était l'idée de qui de relier tout cela, ces éléments les uns avec les autres? Est-ce que vous pensez vraiment que les diplomates, les dirigeants ne se parlent pas? Il n'y a pas de dialogue entre tous ces gens-là? Je pense que non. Je pense que, j'imagine qu'il y a eu du réseautage latéral qui s'est fait aussi, ce qui nous amène à cette autre question. Qui est vraiment capable de diriger cette machinerie? Eh bien, un nombre assez limité de personnes. J'aimerais revenir à ce qu'a dit Pamela, et on vous invite d'ailleurs à intervenir si vous le désirez, à venir au micro. Je serai brève dans mon intervention. Quand j'étais jeune, j'ai connu les insurrections rouges au Caire, en Égypte. Et ça avait mobilisé beaucoup de monde à l'époque, et ceux qui se sont mobilisés l'ont fait sans l'aide de médias sociaux à l'époque. Mais tout comme en Égypte, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui se servent des médias sociaux sont toujours une minorité dans la société, tandis que ceux qui regardent Al Jazeera sont plutôt une majorité d'Égyptiens. Al Jazeera, je crois, et Arabia ont eu un rôle beaucoup plus efficace pour transmettre l'information, plus que les médias sociaux hautement éduqués ou les utilisateurs de ces médias sociaux hautement éduqués. C'est facile de s'emporter en parlant de moyens de communication, mais je crois que bon nombre de ces pays étaient mûrs pour avoir un changement. Donc il y a aussi une maturité qui est nécessaire pour qu'il y ait un changement. Deuxièmement, les gouvernements ne pouvaient plus contrôler, n'étaient plus capables de contrôler l'information. Ce qu'ils avaient essayé de faire dans le Moyen-Orient et qu'ils avaient réussi à faire pendant pas mal de temps. Mais maintenant, on commence à voir les résultats des élections ne sont pas nécessairement ce que les gens auraient souhaité, ces utilisateurs de médias sociaux auraient souhaité. Donc, il faut faire bien attention si on croit que les médias sociaux sont à l'origine de tout le reste. Non, je ne crois pas que ce soit le cas du tout. Je crois que c'est un facteur parmi tant d'autres. Monsieur, allez-y. Je m'appelle Ferdinand Sofari, attaché à la défense des États-Unis au Canada. Je viens du Rwanda d'origine. Nous n'avons pas tous eu le temps de lire cet ouvrage dans son intégralité. Merci d'avoir fait vos commentaires. J'ai quelques observations à faire. Très bien. Les organisations régionales, vous avez dit, ne font peut-être pas un très bon travail en matière de sécurité et de gestion des conflits. Quelqu'un a dit que AFRICOM édifie l'Afrique, mais c'est quelque chose à long terme. Parfois, on veut une solution plus rapide. On a besoin de gens
il faut leur donner aussi le temps pour vraiment internaliser ces capacités-là. C'est ce que je pense. C'est une de mes observations. Je me souviens, en 2004, je faisais partie de la mission au Darfour et c'était dans le contexte régional. Et maintenant, si on voit ce qui se passe en Somalie, il n'y a que deux pays africains qui participent à la mission de la paix sur place. Donc, si on donne le temps à ces organismes internationaux de mûrir et d'internaliser toutes ces capacités, ça arrivera un jour, je suis sûre. Merci. Un commentaire et une question à nos panélistes, à nos experts, avant de terminer. Nous avons parlé beaucoup de l'Afrique et un peu de l'hémisphère occidental. Maintenant, on accorde beaucoup d'attention à l'Asie et à bon escient, je crois, parce que c'est une région où on retrouve beaucoup de croissance économique et démographique. Pendant très longtemps, les Asiatiques ont essayé de s'organiser en groupes sous-continentaux. Ils avaient un peu peur de marcher sur les pieds d'un autre pays, d'une autre région, parce qu'à leurs yeux, certains pays étaient un peu comme des pions de superpuissance à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils se précipitent et veulent tester toutes sortes de techniques pour s'organiser dans la région asiatique. Alors j'aimerais vous demander ce que vous pensez après avoir mené à bien votre projet. Vous avez plusieurs chapitres très intéressants sur l'Asie, mais j'aimerais savoir ce que vous en avez conclu. Je crois que la région de l'Asie que je connais un peu mieux, c'est là où on voit une des organisations régionales les plus anciennes et il y a une internalisation de la culture de conflits, de gestion de conflits. Il y a une attitude qui vise à éviter la confrontation. Des conflits, on pense que les conflits vont entraîner des problèmes pour la région. Je dois dire que si on regarde un peu les progrès qui ont été faits dans l'Asie du Sud, il y a eu des progrès peut-être petit à petit. L'Asie du Sud-Est, oui. Les choses ont progressé et ça, en fait, on a fait des progrès dans la capacité de gérer des conflits. Les enjeux qui auparavant étaient laissés de côté commencent à attirer l'attention des gens. Ils veulent s'y attaquer. Je crois les gens sont conscients, toujours très conscients, des conflits transfrontaliers en Asie du Sud-Est. Donc, pour qu'ils s'attaquent à ces défis, il leur faut faire preuve de beaucoup de diplomatie. Je pense à la Malaisie notamment et au rôle qu'a joué le pays comme médiateur de choix dans les Philippines, dans le conflit Mindanao. Ça n'a pas été une sinécure pour les partis, mais ils n'ont jamais abandonné d'y baisser les bras. Et la Malaisie, après toutes ces années, a maintenu son rôle dans ce conflit. Je crois que cette persistance, le fait de ne pas baisser les bras, c'est un exemple ici qui prouve qu'une organisation régionale, qu'un voisin peut jouer un rôle. Et c'est un exemple très positif. L'Indonésie a bien compris combien il était important de jouer un rôle, mais de jouer un rôle très doux.
Et bon, je parle à titre de non-experte, bien sûr, de cette région. Bon, pour revenir là-dessus, si vous me le permettez, avant de redonner la parole à Chet et à Fenn, en Occident, nous sommes convaincus que les sanctions contre la Birmanie ont été utiles, nous ont permis de donner une option pour faire front contre le régime birman. Tous les acteurs n'ont pas besoin de faire la même chose, ni même être d'accord et dire les mêmes choses, mais en fait, toutes les dynamiques sont utiles, chacune de sa façon, à sa façon. L'Asie du Sud, Femme a mentionné au début la de définir la région. Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de mécanismes de sécurité dans l'Asie du Sud-Est. Il y a une superpuissance qui dit qu'on ne veut pas qu'il y ait des pays de l'extérieur, on ne veut pas inviter les États-Unis. Ou il y en a d'autres qui disent est-ce que le Sali fait réellement partie de l'Asie de l'Est? Il y en a d'autres qui disent si les Américains y sont, alors il faut inviter les Russes, alors les mécanismes de sécurité deviennent de plus en plus gros. Mais ce que je trouve fascinant en ce moment, c'est un effort très agressif, et j'utilise ce mot de façon bien délibérée, de l'administration américaine à l'heure actuelle, qui veut rééquilibrer en quelque sorte et prouver que nous sommes prêts à rééquilibrer, à réaffirmer la validité de nos traités de défense bilatéraux avec des partenaires clés de l'Asie du Sud-Est. Nous sommes déterminés à garder un accès ouvert, la liberté des mers pour les routes maritimes les plus importantes du monde. Nous allons le faire, et nous allons le faire de sorte qu'on va équilibrer la capacité d'ASEAN pour qu'ils puissent riposter aux Chinois. Alors, il y a tout un dynamisme qui existe. C'est un laboratoire, en quelque sorte. Il y a une chose qui est mentionnée dans le livre. Il est bien clair dans les chapitres qui portent sur l'Asie, la façon dont les menaces à la sécurité sont perçues de façon traditionnelle, c'est-à-dire un pouvoir important, beaucoup de rivalités, et on affirme l'hégémonie dans les régions. C'est un gabarit qui semble exister quant à la perception de menaces. Et ce n'est pas un point de vue qui est peut-être partagé par tous les pays de l'Asie, ceux qui ont contribué à ce volume. Donc, il y a la Chine qui occupe une place importante, et il y a aussi le développement institutionnel doit être perçu sous le prisme de ce qu'on appelle de plus en plus un rôle des États-Unis en ce qui concerne le rééquilibrage dans les mers, où la politique est le moteur de certaines de ces réponses institutionnelles. Les partenariats transpacifiques, on en a beaucoup parlé récemment. Nous pourrions dire que oui, c'est un mécanisme économique pour faire de la promotion de la coopération économique, mais c'est un mécanisme qui vise à équilibrer, puisque la Chine en fait pas. Alors, je vous remercie beaucoup. On revient à la Birmanie pendant quelques minutes. La Birmanie, suite à des facteurs que vous connaissez très bien, s'est fiée de façon surprenante à la Chine pour l'investissement, les activités économiques, et ça semblait répondre aux besoins des Chinois de la Birmanie. Mais là, on a vu que le gouvernement de la Birmanie voulait essayer d'éliminer cet isolement. Alors, le gouvernement de la Birmanie c'est devenu un peu trop. Alors, la Chine, bien sûr, a été bon pour le dirigeant en Birmanie, mais en fait, ils en ont eu assez. C'était trop. Et donc l'équilibre du pouvoir, la balance du pouvoir peut se manifester de différentes façons, et nous ne savons pas, personne d'entre nous, comment les événements en Birmanie ou ailleurs en Asie se dérouleront.
Et voilà pourquoi l'étude de relations internationales pour les personnes qui participent à la gestion de la pratique des relations internationales, voilà pourquoi c'est si fascinant. Nous remercions notre public. Merci d'avoir été des nôtres. Aux personnes qui ont posé des questions, merci beaucoup et je remercie particulièrement nos invités aujourd'hui.